Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire sur la place de la chaîne d'approvisionnement dans la performance d'un système de santé. Notre webinaire va durer 60 minutes et nous avons déjà deux panélistes, Emmanuel Yovi Tosu, responsable national ARC Benin, et Nicolas qui est expert en gestion de la chaîne d'approvisionnement et achat public d'Empower School of Health. À la fin du webinaire, dans 2 ou 3 jours, vous recevrez un certificat de participation par mail. Oui, voilà. Donc, c'est notre agenda du webinaire. L'ouverture, la bienvenue et l'introduction. On va commencer avec l'annonce administrative, objectif du webinaire, tous les sondages, présentation des intervenants selon l'horaire prévu. Ensuite, les présentations qui se fera par Dr. Emmanuel et Nicolas. Puis Nicolas va parler à propos d'Empower School of Health et l'annonce du programme de master et des possibilités de bourse pour tous les cours chez Empower. Puis on va la séance de questions-réponses et à la fin, sondage 2 et remarques de clôture par Empower et ARC. Donc, l'annonce sur le déroulement. Veuillez couper votre micro et éteindre la vidéo. Veuillez poser vos questions en utilisant le chat et en levant la main. Vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion à tout moment. Lorsque vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de mettre le son et d'allumer votre caméra. Voilà, l'objectif de cette session est de vous donner l'occasion d'examiner ce qu'est une chaîne d'approvisionnement et comment la planifier. On va commencer avec notre premier présentateur, Emmanuel, Dr. Emmanuel Yoavi Tosu, pharmacien, titulaire d'un master en économie et gestion de la chaîne de la santé publique dans les pays en développement de Paris. Forte expérience dans la GCA des produits de santé dont une grande partie au sein d'une centrale d'achat du Bénin. À vous la parole, Dr. Emmanuel, vous pouvez commencer. Merci, Sayali. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, selon votre position d'écoute. J'espère que mon son est clair et que vous m'entendez très bien. Je vous remercie pour être connecté ce jour pour ce webinaire. Je pense que on va y aller directement, Sayali, pour la diapositive. Voilà, nous voulons parler de la place de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans la performance des systèmes de santé et de soins. Alors, le plan de présentation, nous aurons une introduction. Euh, Ensuite, nous allons faire une présentation sur la chaîne d'approvisionnement. Cette présentation sera faite en 2 phases. Je vais faire la première partie et puis mon collègue Nicolas va prendre le relais tout à l'heure pour la deuxième partie. Alors, nous allons démarrer par la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, vous pouvez entendre parler de chaîne d'approvisionnement, de supply chain, c'est la même chose. Euh, dans les 2 cas de figure, il s'agit d'un certain nombre de maillons euh, qui sont ensemble et qui vont concourir à l'atteinte d'un même objectif. Euh, je vais demander à Sally de me donner la diapositive. Alors, la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, c'est vraiment un système qui est complexe, puisque ça va faire intervenir plusieurs acteurs, ça va faire intervenir plusieurs processus et ça va faire intervenir plusieurs organisations. Et comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est de fournir des produits de santé depuis leur fabricant jusqu'à leur destination finale, c'est-à-dire le dernier kilomètre qui est le patient ou qui est le professionnel de santé si le patient est à l'hôpital ou dans un établissement de soins, bien sûr, si le patient est en soins
est en train d'être suivi par le soin. Alors, ce système est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir, il y a plusieurs personnes qui vont jouer un rôle, il y a des processus qui vont être influencés, il y a des maillons qui seront très importants et qui peuvent perturber euh, la mise en œuvre avec efficacité de l'objectif, c'est-à-dire amener le produit de qualité au consommateur final, qu'est le patient. Diapositive. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez un peu ici, nous avons par exemple la chaîne de production et approvisionnement. Alors, vous aurez les transporteurs qui sont dans la chaîne. Si, même si le fabricant a finalisé la production, si ce n'est pas transporté, ça ne viendra pas vers l'entrepôt. Après le transporteur, il faut venir vers l'entrepôt. On parle d'entreposailles et de réception. À ce niveau, vous aurez même les, les manutentionnaires, les transporteurs qui sont des acteurs clés et qui doivent faire déplacer le produit depuis son lieu de fabrication jusqu'à l'entrepôt de stockage. Ensuite, il y a la distribution. La distribution, il faut élaborer un plan de distribution et il faut amener le produit vers le bon endroit dans des conditions de transport qui doivent être de qualité. Sachez que le transport peut influencer fortement la qualité des produits, surtout dans nos pays en développement, avec les routes qui sont dégradées, avec les fortes températures et les forts taux d'humidité. Le transport joue un rôle crucial dans la distribution. Après le transport, il y a le stockage, le déploiement, le rangement, la réception et la gestion du stock avec tous les paramètres de gestion. Il y a aussi des acteurs à ce niveau, ouais, qui doivent influencer la chaîne d'approvisionnement. En amont, il y a tout ce qui est prévision dont nous allons parler tout à l'heure. L'approvisionnement, il y a aussi le financement. Le financement sans l'appui de la trésorerie, que ce soit le budget national ou que ce soit les partenaires qui financent les acquisitions, on n'aura pas le stock et donc on ne pourra pas passer les commandes. Toujours dans cette chaîne, nous avons tout ce qui est coordination des intervenants, puisqu'il y aura plusieurs acteurs qui vont venir pour appuyer le système. Il va falloir mettre en place au niveau national une structure qui va coordonner tout ce qui est intervention des partenaires, tout ce qui est financement, tout ce qui est apport, tout ce qui est quantification, pour que nous puissions avoir les mêmes objectifs sans oublier le volet suivi des commandes expéditions. Avec les expéditions, il faut s'attendre à avoir des problèmes de disponibilité de vol, voire un peu le problème de congestion au niveau des ports. Et tout ça, ça va venir influencer la chaîne. Vous voyez un peu, tous ces acteurs interviennent et vont concourir de façon commune à l'objectif final, c'est-à-dire, une fois encore, je le répète, amener le produit de qualité de façon intègre. Ce produit-là doit garder sa qualité jusqu'au niveau du consommateur final qui est le patient. Diapositive. Alors, voilà un peu les maillons, quelques maillons de ce système. Nous avons d'abord la sélection des produits de santé qui, en fait, est un choix. Et il faut choisir le produit qu'il faut, le bon produit, pas choisir un autre produit. Parfois, on parle du produit de prédilection. Et dans nos pays, nous avons les listes nationales de médicaments essentiels qui seront la conclusion de la sélection du choix qui a été fait au niveau de chaque pays. Deuxième volet, nous avons la quantification. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais là encore, c'est quelle quantité nous allons acquérir, tout simplement. Il y a plusieurs moyens de faire la quantification. Nous avons l'achat qui va faire intervenir les procédures d'achat. Euh, les, les, les les procédures varient selon les pays, selon les partenaires qui apportent. Par exemple, vous aurez une procédure pour la Banque mondiale, une procédure avec le Fonds mondial, une procédure avec l'UNICEF, l'UNFPA, ça varie. Donc, ensuite, vous avez la gestion des stocks. Et là, c'est les paramètres de gestion des stocks qu'il faut définir pour s'assurer que nous n'avons pas de surstockage et nous n'avons pas de la péremption. Donc, on doit rester dans le stock minimum et dans le stock maximum pour ne pas
avoir des pertes. Il y a un autre moment qui est la distribution, puis enfin l'utilisation rationnelle, parce que on ne va pas utiliser les produits dont on n'a pas besoin, mais plutôt les produits dont on a besoin. Tout ce maillon-là est encadré par des systèmes. Il y en a globalement trois. Ici, nous avons noté deux, mais il y en a globalement trois. Il y a le système de réglementation pharmaceutique qui, en fait, est le système qui va encadrer les lois, les tests du pays pour que le produit, tout ce qui intervient dans cette chaîne puisse respecter la loi du pays. Nous avons le système de management de la qualité qui est un système qui met en place les procédures et les process pour que le produit garde son intégrité depuis le fabricant jusqu'au consommateur final. Et enfin, troisième système, apparemment, nous n'avons plus le partage d'écran. L'écran n'est pas partagé. L'écran est parti apparemment. Oui, effectivement. Oui, oui, juste une seconde. Ça Désolé. revient dans un instant. Juste patienter un instant. Voilà, donc on était sur les trois systèmes. Donc j'ai parlé du système de management de la qualité, du système de réglementation pharmaceutique et enfin le sigle SIGL qui est le système d'information et de gestion logistique. Ce système en fait va traquer l'information sur l'utilisation des produits qu'on a envoyés déjà sur le terrain. Donc les centres de santé des villages, des arrondissements, des communes, des régions vont remonter au niveau central l'information sur l'utilisation des produits de santé. Et cette information, elle est vitale. Il va s'agir des quantités consommées, il va s'agir des pertes, des ajustements, des périmés, des casses, etc. Et cette information va servir pour faire une nouvelle planification et des quantifications futures. Donc voilà un peu le but du système d'information et de gestion logistique. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que tous, tous ces efforts seront réalisés pour que nous puissions avoir ce que nous appelons les cibons. Les cibons, c'est avoir premièrement la bonne source. La bonne source, c'est la présélection du couple produit-fabricant. Est-ce que nous avons choisi le bon fabricant avec le bon produit? Ça, c'est la bonne source. Deuxième but important pour nous dans le système d'information, c'est d'avoir le produit de bonne qualité. La bonne qualité dépend aussi bien de la source, mais aussi du contrôle de qualité à l'arrivée dans nos laboratoires. Et généralement, nous n'avons pas beaucoup de laboratoires certifiés, mais pour garantir la qualité d'un produit, il faut avoir un laboratoire certifié ISO 17025 ou bien un laboratoire préqualifié par l'OMS. L'un ou l'autre pourra garantir la bonne qualité du médicament. Troisième but, c'est d'avoir la bonne quantité. Il ne s'agit pas de commander pour commander, mais il faut commander juste ce qu'il faut. Donc, il faut faire une bonne quantification pour que le produit que nous avons soit contenu dans ce que nous appelons stock min, stock max. C'est-à-dire que on n'aura pas de surstockage et on n'aura pas de risque de rupture, mais on a un stock juste qu'il faut pour tenir ouvert au niveau du pays. Ça, c'est la bonne quantité au bon prix. Euh, Quatrième point, c'est le bon prix. Le bon prix, vous savez très bien quand le processus d'achat doit permettre de sélectionner le fournisseur qui donne le meilleur prix. On parle du mieux disant qui a le bon prix avec un bon délai. Mais le prix, souvent dans nos pays, pose des problèmes à cause des risques de transparence et des problèmes de procédure d'achat qui influencent souvent nos systèmes. Enfin, le bon endroit. Le bon endroit, c'est le site d'entreposage. Il faut avoir des entrepôts aux normes qui respectent les normes de qualité pour que l'humidité et la température n'emportent pas sur l'intégrité du produit. Enfin, le bon moment est très important parce que si le produit vient en retard, ça va interrompre le cycle de traitement, le cycle de soins. Donc, si ça vient à temps, le patient pourra prendre son médicament, surtout pour les traitements chroniques, par exemple, comme le traitement VIH ou l'hypertension artérielle. C'est très important d'avoir le médicament
au bon moment. Le bon moment est influencé par les retards de livraison des fournisseurs. Parce que nous avons, pour la plupart, nos fournisseurs hors de nos pays et la produits sont livrés soit par voie maritime, soit par voie aérienne. Et donc, le bon moment, à ce moment-là, peut être influencé par un retard d'un fournisseur qui n'est pas un bon fournisseur, par exemple. Est-ce qu'on peut aller sur la diapositive? Alors, que s'est-il passé lors de la COVID-19? C'est important d'intégrer la crise sanitaire que nous avons tous connue, euh, 2019, 2020, 2021, 2022, dans une mesure. Il y a eu une interruption de la production. Rappelez-vous que nous sommes dans une chaîne. Donc, un maillon de la chaîne a été brisé à cause d'un virus ou d'une pandémie. Il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que certains sont morts, certains étaient confinés, certains ne pouvaient pas sortir. Il y a fermeture des frontières, donc c'est très compliqué. Il y a eu donc retard de livraison. Il y a eu des demandes imprévisibles, surtout en alcool, surtout en coton, surtout en paracétamol. Et certains produits, on n'avait pas pensé qu'on aura autant de demandes. Donc les demandes étaient imprévisibles. Du coup, les systèmes nationaux d'approvisionnement étaient débordés, dépassés par les événements. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que nous dépendons de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Nous n'avons pas un système de production local de qualité et donc les logistiques étaient perturbées par un tout petit virus, mais qui a influencé tout ce qu'il y a comme logistique au niveau mondial. Et, diapositive. Comme rappel, d'accord, pourquoi la logistique a été perturbée? Tout simplement parce que 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs, ce que nous appelons matières premières ou bien API en anglais, proviennent soit de la Chine, soit de l'Inde. La Chine est le plus gros producteur de matières premières et il faut savoir que sans la matière première, on ne peut pas fabriquer un médicament. Alors, 80% de ces matières premières proviennent de la Chine et de l'Inde. La majorité des matières premières, d'accord, sont produites en Chine dans la province de Hubei. Hubei, c'est la capitale de Wuhan. Vous savez que Wuhan était le pôle d'attraction du virus. Donc, la production de matières premières est perturbée. L'Inde, qui est le gros fabricant de génériques, d'accord, s'approvisionne à environ 70% de ces matières premières aussi en Chine, sans compter tous nos pays, le Nigeria, le Ghana, les autres pays africains également qui font la production. Doivent importer la matière première. Donc, 90% du latex, par exemple, qui est utilisé pour faire les gants qu'on avait utilisés euh, dans le Covid, 90% de la matière première provient de la Malaisie. Ce pays aussi était perturbé. Et plus de 50% de la production de médicaments euh, qui est faite en Inde est destinée à l'exportation. Du coup, imaginez toute la conséquence, la gravité de ce contexte sanitaire mondial. La logistique était complètement perturbée. Les fabricants n'ont pas de matières premières et donc ne pourront pas produire et les quantités demandées par nos pays pour la plupart. Et ensuite, il faut savoir que la demande avait flambé sur certains intrants, puisque beaucoup de gens avaient la fièvre, par exemple, avaient besoin de paracétamol, on avait besoin des gants pour pouvoir assurer la protection sanitaire dans la manipulation au niveau des labos et autres. Et tous ces besoins avaient été complètement influencés par cette crise sanitaire qui a du coup presque désorganisé les maillons du système de santé. Diapositive. Alors, cette chaîne d'approvisionnement, pourquoi elle n'a pas été aussi résistante? Manque d'équilibre entre l'efficience et la résilience. L'efficience, il faut savoir que nous recherchons l'efficience euh, dans la chaîne d'approvisionnement et dans tous nos systèmes, c'est-à-dire avoir l'efficacité en un temps record et en notre coût. C'est la capacité de rendement et la résilience, c'est la capacité à pouvoir tenir face à ce changement-là. Alors, euh, il y a quelques paramètres. Euh, il y a eu, par exemple, les coûts.
qui peuvent influencer. Parfois, avec le contexte sanitaire, on s'est retrouvé avec un seul fournisseur parfois sur certains intrants, puisque les autres étaient coincés par la crise. Et parfois, il y a la bureaucratie qui est inflexible parce que les gens doivent respecter les procédures. On n'a pas le choix. On doit suivre ce qui a été prévu dans le système en termes de procédure. Mais l'efficience n'est pas forcément synonyme d'efficacité. Il va falloir tenir compte des changements, il va falloir s'adapter pour rester dans le juste milieu. D'accord? C'est ça qu'on va voir dans la diapositive suivante. Si ça arrive, voilà, faut pas aller à tout prix vers euh, plus d'efficience, plus de résilience. Il faut rester dans le juste milieu entre les deux pour ne pas perturber complètement le système, rester dans la fenêtre de viabilité et pouvoir permettre au système de tenir. La COVID-19 est une situation totalement imprévisible qui est arrivée. En fait, les chaînes d'approvisionnement devraient se préparer pour faire face à ce choc qui est un choc exogène qui est venu complètement tout perturber. Diapositive. Voilà, dans le cadre de la crise sanitaire mondiale, quelle a été la réponse des chaînes d'approvisionnement ou qu'est-ce que les systèmes d'approvisionnement ont pu faire pour pouvoir tenir ce coup? En réponse à ces défis, de nombreuses entreprises ont cherché à renforcer leur résilience. Par exemple, en repensant leur chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut rapidement se réorganiser. Si vous ne pouvez pas, par exemple, euh, faire des réunions en présentiel, il va falloir faire des réunions en ligne pour prendre des décisions. On va passer des commandes pour pouvoir revoir les niveaux de stock. Il faut diversifier les sources d'approvisionnement. Si vous avez une seule source d'approvisionnement, une seule source d'approvisionnement de matières premières, euh, tous les fabricants étaient coincés à ce moment-là. Il fallait diversifier pour pouvoir continuer la production. Il faut augmenter les niveaux de stock, notamment le stock de sécurité. Vous savez, le stock de sécurité, c'est le stock qui permet de faire face aux aléas, aux situations imprévues, aux situations externes qui viennent perturber ce qui est en place. Donc, mettre en place un stock de sécurité suffisant, c'est anticiper sur les chocs exogènes, les situations qui peuvent venir perturber la chaîne d'approvisionnement. Et donc, certains ont revu rapidement les paramètres de gestion et ça a permis de pouvoir s'adapter à des situations. Par exemple, de façon concrète, ceux qui avaient 3 mois de stock de sécurité sont passés à 6 mois de stock de sécurité et ceux qui avaient 6 mois de stock maximum sont passés à 12 mois de stock maximum. Cela permet d'avoir un stock suffisant pour faire face à tout autre choc exogène comme la COVID et autres. Autre situation, certains ont adopté des technologies pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Et, par exemple, en utilisant des systèmes d'information et de gestion logistique électronique, ça permet de remonter facilement les données plutôt que d'utiliser les rapports euh, papier pour transférer les informations, surtout dans un contexte sanitaire où transférer les documents papier d'une main à une autre faisait augmenter les risques de contamination. Donc, ensuite, il y a eu aussi des collaborations au niveau régional, par exemple, on va organiser des achats régionaux plutôt que des achats pays. Ça va baisser les coûts et ça va permettre de pouvoir avoir des fournisseurs de qualité et des délais beaucoup plus rapprochés. Donc, voilà un peu quelques adaptations au choc exogène que constituait la crise sanitaire mondiale de la COVID-19. Diapositive. Voilà, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà eu des cas de figure que vous pouvez voir dans ces documents en 82, en 88, en 98. Donc, ce qu'il faut retenir ici, lorsqu'on est gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement, il faut savoir que une situation exogène peut venir à tout moment, une crise sanitaire, une pandémie mondiale, une situation comme la COVID-19 peut survenir et peut complètement désorganiser le système. Donc, c'est le gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement qui doit anticiper et qui doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir faire face à un choc exogène. Diapositive.
Donc, comme je le disais, dans le cadre de la logistique de santé, il faut savoir que c'est un métier très ancien, très, très ancien, 350 avant Jésus-Christ, l'âge de bronze. Alors, l'analyse approfondie a prouvé que la logistique a des origines très anciennes, et ce qui fait que on devrait normalement avoir des solutions, même face à des situations imprévues. D'accord? Depuis très longtemps, par exemple, la construction des pyramides en Égypte, c'est un système logistique qu'il faut mettre en place, etc. Vous pouvez l'avoir dans des publications dont les liens seront dans le PowerPoint. Mais sachez que, vu l'ancienneté de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, c'est très important pour nous, gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, de repenser nos systèmes, de repenser nos maillons pour que nous soyons capables de faire face aux phénomènes de changement, aux chocs exogènes, aux pandémies mondiales, etc., etc., etc. On va passer à la diapositive suivante. Alors, maintenant, nous allons parler de la quantification, de la prévision et de la planification. C'est le nœud vraiment de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. On va parler de la quantification. La quantification, ça va précéder l'achat. D'accord? C'est juste avant l'achat. Euh, la prévision, c'est rattaché à la quantification et puis après la planification. Donc, euh, je ne vais plus représenter ce cycle-là que j'ai avait représenté. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, vous savez, la quantification, ça répond juste à une question. Quelle est la quantité que nous allons acheter? Quelle est la quantité qu'il faut pour notre système? Et deuxième question, à quel moment cette quantité sera livrée? Ça fait deux questions. Quelle quantité, c'est un chiffre, et à quel moment c'est des prévisions de délai de livraison? La quantification comprend à la fois la prévision, mais aussi la planification. Et la prévision répond à la question combien d'intrants faut-il en quantité pour répondre aux besoins de santé de la population. Un exemple concret, si nous avons 20 000 patients vivant avec le VIH, nous parlons de la file active, nous allons faire une quantification avec un logiciel dédié à cela à partir des cibles où nous allons définir avec le programme VIH les objectifs en matière de traitement. Est-ce que c'est 80% des patients qui qu'on veut traiter? Est-ce que c'est 70% ou est-ce que c'est 100% des patients? En fonction des objectifs de traitement, nous pouvons faire cette quantification en tenant compte bien sûr des stocks de sécurité, des stocks minimum et des stocks maximum que le pays peut stocker. D'accord? Et quand on fait quand on finit cette quantification, euh, on a fini de faire la prévision et ensuite on va passer à la planification. Et la planification répond à une question qu'on appelle le plan d'approvisionnement. Le plan d'approvisionnement, c'est la conclusion ou c'est le résultat final de la quantification. C'est quoi un plan d'approvisionnement? Dans le plan d'approvisionnement, nous avons juste les produits, nous avons euh, les, les, les coûts ou les valeurs, les valeurs de ces produits. Nous avons les sources de financement. Par exemple, vous pouvez avoir pour la même quantité trois ou quatre sources de financement. Si on prend les antipaludiques, c'est financé par le budget national, par le Fonds mondial, c'est financé par le rollback malaria, c'est financé par la Banque mondiale. Vous voyez un peu. Donc, on définira les sources de financement, on définira les calendriers de livraison parce qu'on ne va pas passer une commande en une seule fois cause des risques de péremption. On peut passer une commande avec deux livraisons ou on peut passer deux commandes avec une livraison. Donc, ça varie selon les sources de livraison. Donc, on peut avoir deux commandes et en fonction de ces deux commandes, on aura une première date de livraison, une deuxième date de livraison. Donc, vous voyez un peu le plan d'approvisionnement, voilà un peu ce à quoi cela peut euh, ressembler en fonction du contexte, en fonction des sources de financement surtout, en fonction du budget disponible.
Donc, quand on fait la quantification, je le répète, on finit par un plan d'approvisionnement qui va définir les quantités à commander, le nombre de commandes à faire, les sources de financement et ensuite les dates de livraison pour l'année à venir. Diapositive. Voilà, ça c'est juste un schéma sur lequel je vais aller très rapidement. C'est le processus de la quantification. Il faut savoir que la quantification n'est jamais faite par une seule personne, c'est toujours un comité qui fait une quantification, quels que soient les intrants. Ça peut être la santé de la reproduction, ça peut être le VIH, le paludisme, la tuberculose, etc. Il faut d'abord commencer par la première étape, euh, qui est la préparation. Ensuite, la deuxième étape, la prévision. La troisième étape, la planification des approvisionnements. Je l'ai dit tout à l'heure, avec les délais, les quantités à commander et les dates de livraison prévisionnelle. Et puis ensuite, lorsque vous faites la planification et vous avez les budgets, il faut s'assurer, est-ce que les budgets sont disponibles ou pas? Si le budget est disponible, c'est bon, on peut avancer. Mais si le budget n'est pas disponible, il faut encore faire des ajustements sur les hypothèses. Par exemple, tout à l'heure, je disais qu'on peut décider de traiter 100% des patients ou bien on peut revoir la cible en fonction du budget en passant par exemple à 80% ou à 70%, toujours pour pouvoir tenir dans le budget disponible. Et quand on réajuste maintenant les hypothèses, on peut confirmer, mobiliser les ressources et passer maintenant les commandes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la quantification. La quantification peut se faire avec un tableur Excel tout simple. Ça peut se faire avec plusieurs types de logiciels, hein. Par exemple, Quantibi pour la tuberculose et plein d'autres logiciels qui existent pour le VIH et autres. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, pourquoi c'est important de faire une bonne quantification? Tout simplement parce que lorsque on fait une mauvaise quantification, on n'a pas les produits, on est en rupture. Et quand on n'a pas les produits, le programme ne fonctionne pas. Et quand le programme ne fonctionne pas, il n'y a pas de traitement. Et quand il n'y a pas de traitement, les patients vont interrompre les soins. Et quand ils vont interrompre les soins, il y a risque de résistance, de propagation de la maladie. Et puis après, il y a décès. Donc, une bonne quantification contribue à sauver des vies et à réduire surtout la mobilité. D'accord? Il faut savoir que 50% du budget des différents programmes est consacré à la chaîne d'approvisionnement, surtout sur les financements du Fonds mondial. Lorsque on reçoit un financement du Fonds mondial, au moins la moitié doit servir à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, notamment aux intrants des produits de santé. Et ça, c'est une exigence du partenaire. Donc, voilà ce que je peux confirmer sur la quantification. On peut passer, Sally, à la diapo. Voilà, merci beaucoup, Sally. Lorsque on gère la chaîne d'approvisionnement, notamment quand on fait la quantification, vous avez dû voir un titan qui est renversé presque là. Il faut savoir que quand tu fais de la quantification, c'est comme si tu marches sur les jeux, sur les œufs. Une petite erreur va créer une grande conséquence. La commande que tu dois passer aujourd'hui, 25 janvier, si tu passes la commande le 30 janvier, tu peux avoir 2 mois de retard. Donc, une petite erreur, grande conséquence. Quand tu fais une surévaluation, tu vas périmer les produits parce que tu auras du stockage avec des péremptions. Et quand tu périmes les produits, c'est une double perte. Il y a perte du produit, donc perte du budget, et puis il y a perte pour la destruction. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu périmes un produit, tu vas payer pour détruire ce que tu as périmé. Et quand tu sous-évalues les quantités dans une quantification, là, tu risques de créer une rupture dans le pays. Et quand il y a rupture, il y a interruption des soins, il y a risque de décès des patients, il y a déperdition, etc., etc. Et quand tu fais une quantification, quand tu ne tiens pas compte des nouveaux produits,
il y a les protocoles de traitement qui ne pourront pas être mis en œuvre parce que justement, tu n'as pas intégré certains nouveaux produits. Donc, c'est très important de les intégrer. La qualité des données, c'est un point crucial dans la quantification. Nous n'avons pas souvent de qualité de données dans nos pays. La qualité des données, c'est de s'assurer que les quantités consommées qui sont remontées du niveau périphérique vers le niveau central, que ces chiffres-là sont des chiffres de qualité, que ces chiffres sont fiables et que ces chiffres peuvent permettre de faire une bonne quantification. Enfin, le délai de livraison, il va falloir vraiment les estimer et être sûr des bons délais. Parce que lorsque tu passes une commande en janvier et que tu annonces au ministère de la Santé que la livraison est prévue pour mars 2024, alors que le fournisseur va te livrer en juin, alors tu passes complètement à côté des délais de livraison. Cela va désorganiser complètement la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est des éléments clés qui font que lorsqu'on fait une petite erreur, la conséquence, elle est grande et elle est redoutable. Diapositive. Rapidement, pour finir, avant de passer à la phase de notre communication, l'achat, le stockage et la livraison. Quand tu fais une bonne quantification, tu vas pouvoir faire ton achat en respectant les procédures. On ne va pas trop développer l'achat parce que ça respecte des procédures selon chaque pays, selon chaque gouvernement et selon chaque bailleur. Les procédures d'achat sont écrites pour être respectées. Et beaucoup de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement se trouvent au niveau de l'achat. L'achat crée les problèmes de corruption, des problèmes de transparence, des problèmes même d'emprisonnement, etc., etc. Donc, il va falloir respecter les procédures d'achat. Il va falloir être ferme sur ces procédures, que ce soit des procédures du bailleur ou des procédures nationales. Et s'assurer que les produits sont correctement livrés. Et une fois que les produits sont livrés, c'est de respecter les bonnes pratiques en matière de réception, de dépouillement, de rangement et de stockage dans les entrepôts, surtout si nous avons de bons entrepôts. Voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole à Nicolas. Nicolas va prendre la deuxième partie. Merci. Merci, Dr. Emmanuel. Maintenant, notre deuxième présentateur, Nicolas, va commencer. Nicolas Tavagnuti est un expert dans les domaines de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des processus d'appel d'offres. Fort d'une carrière internationale riche de plus de 25 ans, il excelle dans la gestion des projets complexes, orchestrant les ressources, budget et équipe. À vous la parole, Nicolas. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, on va essayer de faire vite parce qu'on est un petit peu en retard. Alors, je ne sais pas si c'est la diapositive que je devais commenter. Donc, à propos d'Empower, ça, je le ferai peut-être plus tard. Donc, si on peut passer à la planification. Non, c'est toujours pas ça. Voilà. Donc, Empower, on pourra en parler un petit peu plus tard, donc quand j'aurai fini la présentation. Donc là, on va s'attaquer à la planification parce que comme vous l'avez vu, la chaîne d'approvisionnement c'est quand même un cycle d'activité très complexe et pour ça, il va falloir la planifier. Diapositive suivante. Donc, le problème à considérer est qui va planifier tout ça parce qu'il va bien falloir planifier cette chaîne d'approvisionnement. Alors, il va falloir qu'un chef de projet soit désigné pour superviser et coordonner toutes les étapes du processus de la chaîne d'approvisionnement. Le chef de projet devra constituer un groupe de travail qui est composé d'experts de différents domaines pour garantir une collecte et une analyse de données efficace. C'est-à-dire que dans cette chaîne d'approvisionnement, comme vous le voyez dans chacune des activités, on a besoin d'un pool de personnes complètement différents, avec des profils différents. On aura besoin de financiers, on aura besoin de logisticiens, on aura besoin de médecins, d'infirmières, etc., etc. Donc, il va falloir qu'une personne responsable, un leader, puisse arriver à concocter toute cette
toute cette équipe et la faire fonctionner, ce qui n'est jamais très facile. Le responsable de la formation élaborera par exemple un programme pour clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe. Le chef de projet, en collaboration avec le groupe de travail, définira les objectifs clairs et précis pour chaque activité. Donc voilà, chacun aura sa part de responsabilité dans cette équipe. Vous aurez des pharmaciens qui seront spécialisés, par exemple, dans les médicaments, des docteurs dans les posologies, un planificateur de projet pourra définir le travail détaillé et un calendrier réaliste, après consultation évidemment avec l'équipe. Il y aura un coordinateur de terrain qui organisera et supervisera les déplacements pour la collecte de données. Je rappelle que la collecte de données est extrêmement importante, c'est-à-dire que si vous avez de mauvaises données, pas simplement au niveau central, mais au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau même des villages, si ces données sont incorrectes, vous allez vous retrouver à travailler sur des quantifications incorrectes. Et donc, comme on vous l'a expliqué précédemment, vous pouvez arriver avec des sous-quantités, des sur-quantités qui vont perturber le programme, tant au niveau de la gestion des médicaments qu'au niveau financier. Donc, vous avez un dernier point qui s'appelle l'approche de gestion des risques. Alors ça, c'est un point assez important. Il faut mettre en place une gestion des risques. Elle se fait à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle peut sembler complexe, mais elle fait appel au bon sens. Il faut identifier d'éventuels problèmes et essayer de savoir comment on peut les résoudre. Par exemple, une rupture de stock. Très bien, on a identifié une rupture de stock. Quelles en sont les causes profondes? Pas assez d'argent? Bon, écoutez, on va essayer de trouver de l'argent ou alors de réduire les stocks ou de réduire les cibles. Dans la gestion d'approvisionnement, l'approche de la gestion du risque est cruciale pour assurer la continuité et l'efficacité des opérations. Cette approche, elle implique l'identification, l'évaluation et la mitigation des risques potentiels qui pourraient affecter la chaîne d'approvisionnement, ainsi que toutes ces activités qui ont été définies plus tôt. Comme nous l'avons dit, la chaîne d'approvisionnement est une suite d'activités. Vous avez le stockage, vous avez les achats, vous avez la distribution, vous avez la quantification, etc. Donc, elle commence par une analyse approfondie des sources potentielles de risques. Où elles se situent? Quels peuvent être ces risques? Est-ce qu'elles peuvent varier? Est-ce qu'elles peuvent perturber l'activité suivante? Donc tout ça, vous devez, lorsque vous avez votre équipe, vous concentrer sur les risques potentiels. Une fois que les risques ont été identifiés, ils sont évalués en fonction de leur probabilité d'occurrence et de l'impact potentiel sur l'organisation. Donc, cette évaluation aide à prioriser les risques et à allouer de manière appropriée les ressources pour leur gestion. C'est-à-dire que si vous avez un problème de rupture de stock, qui allez-vous allouer à ce risque-là pour essayer de le résoudre ou de le mitiguer? La mitigation des risques peut impliquer diverses stratégies telles que la diversification des fournisseurs. Comme on vous l'a dit précédemment, le Covid-19 nous a montré qu'on était concentré que sur un seul fournisseur. Alors que si on avait eu plusieurs fournisseurs lors de la crise du Covid-19, on aurait pu s'approvisionner. Donc voilà, tout ça pour éviter la dépendance excessive à une seule source. Ça, on pourra en parler plus tard si vous avez des questions là-dessus. Donc, on peut investir dans des technologies comme on vous l'a déjà défini. Donc, il y a beaucoup de solutions. Identifiez d'abord le risque et voyez ce que vous pouvez faire pour l'éviter ou pour essayer de le réduire. Donc, une stratégie de gestion de risque efficace dans la gestion d'approvisionnement inclut également la création de plans de continuité des activités pour assurer une réponse rapide et efficace en cas de perturbation. Cela peut impliquer la mise en place de stocks de sécurité, comme on vous l'a dit. Donc, le stock de sécurité se calcule. On ne va pas vous donner la définition d'un stock de sécurité ni comment on le calcule aujourd'hui parce que c'est quand même assez complexe. Donc, je vous expliquerai les moyens que vous aurez pour essayer de savoir comment calculer un stock de sécurité. Il y a la planification des routes logistiques alternatives, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'envoyer vos camions ou vos avions dans un endroit très précis, il va falloir que vous voyez s'il n'y a pas de route logistique alternative, surtout en saison des pluies, par exemple.
Il y a des mises en place de partenariats stratégiques avec des fournisseurs et des prestataires logistiques. Donc finalement, il est essentiel d'adopter une approche proactive et dynamique dans la gestion du risque. N'attendez pas que le risque arrive pour agir ou pour dire tiens, il y a quelque chose qui arrive, je vais faire quelque chose. Soyez proactif. Dans beaucoup de pays où je suis allé, la proactivité n'existait pas forcément. On était très actif, très dynamique, mais on faisait face au risque. Et lorsqu'on faisait face au risque, c'était trop tard pour réagir ou pour trouver une solution. Donc anticipez et donc soyez proactif. Et donc, lorsque vous avez défini tout cela, le risque d'échec est faible. Mais il faut quand même le définir. Diapositive suivante. Alors voilà, là, je vous ai mis quelles sont les approches du risque. L'approche du risque par gestion des risques. Vous avez un lien qui est de USAID, qui est en fait un document de référence sur la gestion des risques. C'est en anglais, donc c'est clair que c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de trouver un lien en français qui va vous permettre de on va dire de faire un miroir à ce livre-là, mais il est pas mal. Il est pas mal. Moi, je vous le conseille si vous lisez bien l'anglais ou maintenant avec on va dire les moyens actuels, vous pouvez le faire traduire en français. Il y a identification, donc évaluation des risques, planification rigoureuse. Et bien sûr, mise en œuvre efficace. Donc la mise en œuvre efficace, ça veut dire les ressources suffisantes, les formations, parce que les gens que vous devez avoir dans vos équipes doivent être formés. Si vous n'avez pas des personnes formées et que vous les mettez à une place stratégique, ça peut être la catastrophe. Donc faites très attention à ça. Ensuite, je vous ai fait un petit calendrier. Il y a un calendrier réaliste avec un signe noir. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un signe noir. On va passer à la diapositive suivante. Un signe noir, c'est un événement imprévisible, que l'on appelle également donc événement signe noir, en raison de leur rareté et de leur impact, et ont imposé des problèmes inédits en matière de chaîne d'approvisionnement et de santé mondiale. Je vous conseille de lire ce livre-là parce qu'il est très utile pour le métier que vous faites et pour ce que vous voulez faire. On se pose beaucoup de questions en disant est-ce que le Covid-19 était un signe noir? C'est-à-dire, est-ce que le Covid-19 est arrivé comme ça? Est-ce que c'est arrivé et ça arrive une fois par tous les 100 ans? Donc, beaucoup de gens disent non, ce n'était pas un signe noir parce qu'avant le Covid, vous aviez Ebola, vous aviez SARS. Donc, on aurait dû être préparé à tout ça. Pourquoi on ne l'a pas été préparé? Donc, tout ça pourra faire l'objet d'une prochaine présentation parce que ce serait trop long d'expliquer le pourquoi du comment sur ce webinaire. Mais j'ai déjà fait des présentations où j'ai expliqué que le Covid-19 n'était pas forcément le signe noir. Donc moi, je vous conseille de lire un petit peu ce livre-là et ça vous permettra de comprendre la signification du signe noir qui est un risque majeur et qui doit être géré. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une diapositive avant? Avant? Et voilà, très bien. Alors, je suis très à cheval sur certaines choses et c'est la coordination, la coopération et la confiance. Donc, qu'est-ce que c'est que la coordination? La coordination, ça fait référence à l'organisation de toutes les activités de manière ordonnée pour parvenir à l'unanimité des efforts individuels dans la poursuite des objectifs du groupe. La coordination est très importante. La coopération est aussi très importante. C'est un processus dans lequel un groupe de personnes différentes, pas nécessairement issues de la même organisation, travaillent ensemble pour le bénéfice commun de la communauté dans laquelle ils appartiennent. Le but est de supprimer la concurrence et imposer un travail qui profite au groupe plutôt qu'à un individu. Donc vous avez la coordination et la coopération. C'est très important. Et comment fait-on pour concilier les deux? Eh bien, on arrive à la confiance. La confiance, c'est en fait une sorte de ciment qui permet de réunir la coordination et la coopération. C'est très important. Et pourquoi je vous parle de coopération et coordination et de confiance? C'est-à-dire que pour la planification et pour la chaîne d'approvisionnement, sans coopération, coordination et confiance, vous êtes voué à l'échec.
Pourquoi? Parce que la chaîne d'approvisionnement est une suite d'activités qui ne réunit pas forcément les mêmes compétences et les mêmes esprits. Et donc, il va falloir faire preuve de coordination, de coopération et de confiance entre les différentes activités et entre les différentes activités humaines, on va dire. Donc, ce point-là est très important et je voudrais insister sur cela. Diapositive suivante. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là, mais de toute façon, il y a des erreurs et des solutions. Si vous travaillez dans la chaîne d'approvisionnement, n'allez jamais vite. Si vous allez vite dans la chaîne d'approvisionnement, vous allez à l'échec. Un changement immédiat n'est pas possible. Il faut mettre des délais réalistes. Si quelqu'un vous demande « oui, il faut faire ça très vite », non, vous ne pouvez pas. La chaîne d'approvisionnement, il faut prendre son temps. Si vous ne le prenez pas, vous allez droit au mur. Et c'est souvent ce qui se passe dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'organisations et dans beaucoup de programmes. On veut aller vite. Si vous voulez restructurer une chaîne d'approvisionnement dans une organisation, il vous faudra 2 ans, peut-être 3 ans. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut tout restructurer de A à Z. Ensuite, la frustration. Vous savez, la chaîne d'approvisionnement, on est souvent très frustré en disant « oui, écoutez, on a acheté ça, vous voulez pas ça, et pourquoi ça va pas ?» Donc la frustration, elle est mauvaise conseillère. Donc pour éviter la frustration, devenez un leader. Un leader, c'est quoi? Un leader né, allez, on va dire, il y a des leaders nés, ça représente 20 à 30% de la population, d'accord? Mais le leadership s'apprend. C'est-à-dire que pour être un leader, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez en devenir un. Ce n'est pas une position, le leader, c'est un choix. Si vous choisissez d'être leader, apprenez à être un leader. Ça vous permettra de comprendre vos frustrations, de gérer celles des autres, de comprendre les tenants et les aboutissants, par exemple, de la chaîne d'approvisionnement, et d'être un leader de diverses activités dans la chaîne d'approvisionnement. Et quand vous serez un leader, vous saurez gérer vos frustrations, mais celles des autres aussi. Donc, n'ayez pas peur d'être un leader, n'ayez pas peur d'apprendre à être un leader. Ça aussi, ça demande du temps, c'est-à-dire vous n'allez pas devenir un leader en lisant 2-3 livres, vous allez devenir un leader en faisant des formations, en écoutant les gens, en apprenant auprès de mentors, par exemple. Donc tout ça, ça fera le processus peut-être d'une prochaine formation. Diapositive suivante. Alors les problèmes à considérer, vous pouvez considérer ça, vous pouvez vous poser des questions en fait dans votre propre pays. Avez-vous dans votre pays un document, un guide qui décrit l'ensemble de ces étapes, c'est-à-dire de la planification de la chaîne d'approvisionnement? Donc, vous répondrez à cette question si vous le voulez. Deuxième question, qui est responsable? Quelle est l'organisation qui est responsable du processus de la planification de votre chaîne d'approvisionnement dans votre pays? Si vous savez répondre à ces 2 questions, c'est que votre chaîne d'approvisionnement est suffisamment solide. Si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions-là, ça veut dire qu'il y a besoin de travail, beaucoup de travail. Diapositive suivante. Donc, comme vous le voyez, encore une fois, la chaîne d'approvisionnement, c'est une chaîne d'approvisionnement. Donc, vous avez des activités qui sont liées les unes aux autres. Souvent, j'ai entendu dire « oh, écoutez, on a reçu des produits, c'était pas cela, c'est la faute des achats, de l'activité des achats. » Oui, c'est possible, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la sélection du produit. Un produit a été mal sélectionné, mal quantifié, et les acheteurs, eux, ont juste suivi ce que vous aviez demandé de faire ou d'acheter au niveau de la sélection des produits. C'est pour ça qu'il est important d'avoir dans la sélection des produits, quand vous sélectionnez des produits par exemple, ou même quand vous quantifiez, des gens du secteur des achats, ou même des secteurs financiers. Ils vont peut-être rien dire pendant 1 heure, mais pendant 5 minutes, ils vont dire quelque chose qui est important pour vous, et au lieu d'acheter, je sais pas, des roues de vélo, ils vont vous acheter des roues de voiture comme vous avez besoin. Ils vont vous dire, attendez, la spécification que vous avez donnée est mauvaise. Alors, au lieu d'acheter des médicaments pour adultes, c'était des médicaments pour enfants, et c'est déjà arrivé. Donc, il y a eu des problèmes au niveau de la sélection du produit. On a sélectionné des produits pour adultes alors que c'était des produits pour enfants. Ben, au final,
Celui qui a acheté des produits pour adultes ou pour enfants, je ne sais pas, c'était l'inverse. Donc, si cette personne-là avait été à la sélection des produits, il aurait de suite dit, attention, les spécifications que vous me donnez, c'est pour l'adulte, pas pour les enfants. Donc, on aurait résolu des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de produits, des problèmes financiers. Donc, tout ça, toutes ces activités-là sont liées. Diapositive suivante. Alors, la formation. Le Fonds mondial, je ne sais pas si vous connaissez, le Fonds mondial est comme une sorte de banque, on va dire, qui s'occupe des programmes de malaria, tuberculose et VIH, a fait une déclaration en disant que, selon l'OMS, 71%, c'est-à-dire les pays font face à des taux de postes vacants liés à la chaîne d'approvisionnement, allant jusqu'à 71% dans le secteur public. C'est-à-dire qu'il manque 71% dans le secteur public de personnes spécialisées dans la chaîne d'approvisionnement. C'est énorme, c'est énorme. Vous voyez qu'il y a un potentiel énorme là-dessus. Donc, je vous conseille de lire ce rapport qui est très intéressant, mais vous pouvez vous dire que dans quel que soit le pays dans lequel vous allez, il manque des gens, des spécialistes en chaîne d'approvisionnement. Diapositive suivante. Alors, vous avez des formations sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, je ne sais pas si vous êtes endormi aujourd'hui sur la formation, mais bon, quand vous suivez des formations, des réunions, la plupart du temps, bon, on s'ennuie. On l'a fait parce qu'il faut le faire, et puis on a un petit diplôme, on est content, on l'a mis dans le cahier, et puis voilà, mais on passe son temps à dormir. Et en fait, les formations sont inutiles. Diapositive suivante. Donc, par exemple, vous êtes pharmacien, vous êtes docteur, vous êtes infirmier, infirmière. Ce n'est pas parce que vous êtes pharmacien, infirmier, docteur que vous avez les qualités pour travailler dans la chaîne d'approvisionnement. C'est pas forcément le cas. C'est une profession très spécialisée qui nécessite une véritable formation. Être pharmacien ou docteur, ça ne suffit pas. Souvent, vous verrez, dans beaucoup d'endroits, on prend un docteur, on prend un pharmacien, on prend un infirmier, on lui dit, tiens, pauvre, toi, tu vas être responsable de la chaîne d'approvisionnement. Ouais, sauf que vous enlevez un docteur, une infirmière ou un pharmacien pour le mettre à une place qui n'est pas la sienne. On a aussi des logisticiens, mais eux, ils n'ont pas de connaissances ou de compétences en matière de santé. Donc, on a besoin de pharmaciens, de médecins, d'infirmiers compétents dans la gestion des produits de santé, et on a besoin de logisticiens spécialisés dans la chaîne d'approvisionnement, par exemple, qui soient aussi compétents en gestion des produits de santé. Et c'est ce type de formation que vous devez chercher. D'accord ? Formation en gestion des approvisionnements des produits de santé. Diapositive suivante. Et donc là, on en revient à Empower. Je vous ai mis un petit lien. Vous pouvez aller voir ce lien où vous allez avoir tous les cours que propose Empower. Alors, tous ces cours-là, on les propose à tout type de profil. Ça peut être à des financiers, ça peut être à des responsables suivi évaluation, ça peut être à des pharmaciens, ça peut être à des docteurs, des infirmiers, des infirmières, etc. Tout le monde est le bienvenu. Et vous pouvez choisir, en anglais ou en français, ce type de formation. Vous avez même des formations en leadership. Donc, regardez, allez voir le type de formation qui est proposé. Et ces formations-là vous permettront de devenir des professionnels en chaîne d'approvisionnement. Et croyez-moi, si vous êtes, par exemple, un pharmacien, si vous êtes une pharmacienne, un docteur, une doctoresse ou un infirmier ou une infirmière, le fait d'acquérir, on va dire, des formations supplémentaires en chaîne d'approvisionnement, vous allez de suite passer à un niveau supérieur. Diapositive suivante. Donc là, ce sont les partenaires de Empower. Voilà, je vais vous laisser regarder. Je pense que vous êtes familier avec la plupart des sigles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc voilà, moi, j'aime bien dire, ça c'est une phrase que j'aime bien dire, il y a toujours une différence entre être un pharmacien et être un meilleur pharmacien, ou être un infirmier ou une infirmière, ou un meilleur infirmier ou une meilleure infirmière. C'est la formation en chaîne d'approvisionnement.
Le jour où vous ferez une formation complète en chaîne d'approvisionnement, vous pourrez mettre devant votre titre meilleur parce que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. Professionnellement parlant, quand vous allez avoir une formation en chaîne d'approvisionnement, vous allez être recherché. C'est-à-dire qu'on va se battre pour vous. Là, vous êtes à votre niveau, vous restez à votre niveau, mais le jour où vous aurez la chaîne d'approvisionnement dans votre poche, ça va vous permettre de grimper à un autre niveau. Donc, Empower propose des formations, propose des bourses. Donc, vous avez différents types de bourses. Je pense que Sayali ou même Prerna peuvent en parler mieux que moi. Si elles veulent discuter ou présenter certaines choses d'Empower, elles sont le bienvenu. Mais encore une fois, je vous dis, il y a deux choses que vous devez retenir. Il y a un manque de spécialistes en chaîne d'approvisionnement. Et pour être bien meilleur, il faut que vous soyez formé en chaîne d'approvisionnement. C'est pas cette formation-là de 1 heure qui va vous mettre ou qui va vous rendre bien meilleur. Au contraire, c'est ce qui va vous pousser à vouloir savoir davantage. Voilà, j'ai terminé de mon côté. Merci beaucoup, Nicolas. Et oui, je vais maintenant passer à la réponse question. Si vous avez des questions à propos de nos cours, à propos de webinaires et tout ça, vous pouvez lever votre main. On va écouter les questions et puis on va répondre. Puis, Azizou, vous pouvez poser votre question. Oui, merci beaucoup, Sayali. Merci aux éminents présentateurs. C'est très bien de par la qualité de vos présentations. C'est très enrichissant. Je voulais voir, est-ce qu'il y a une différence entre la formation en achat et approvisionnement de Empower pour les diplômes supérieurs et la formation pour l'approvisionnement dont le présentateur a fait cas tout à l'heure. Merci. Merci pour votre question, mais toutes les questions à propos de cours, vous pouvez l'écrire sur le chat et on va vous répondre par mail. Vous pouvez aussi nous contacter par mail. Je vais mettre le mail dans le chat et on peut communiquer par mail ou peut-être par WhatsApp. Maintenant, on va concentrer sur les questions sur le webinaire. Oui, Michel, vous pouvez poser votre question. Bonjour à tous, c'est Michel Mungongo depuis la RDC. Je dis merci aux deux présentateurs, c'était très brillant. En fait, je me pose peut-être une question de savoir parce que dans toute quantification, nous ne manquons pas de prévoir un stock de sécurité, par exemple. Mais qui est surprenant, c'est que vous nous recommandez dans la chaîne d'approvisionnement de planifier et de prévoir, en fait, pour peut-être pallier à les limites que COVID-19 nous a démontrées. C'est là que j'aimerais savoir, qu'est-ce que Empower nous propose en termes de stratégie? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour ne plus tomber dans les limites que COVID-19 nous avait infligées? Est-ce que c'est seulement si bien suivi, c'est que c'est toujours de prévoir les stocks de sécurité? Ou alors, si j'entends bien, est-ce qu'il faudrait penser peut-être avoir plus de matières premières parce que c'était là la base de différentes ruptures et perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Bref, j'aimerais savoir quelles sont les astuces qu'Empower peut nous proposer à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, Michel. Gérard, vous pouvez poser votre question.
Et, alors, bonjour tout le monde. Je salue aussi les présentateurs. C'était magnifique. J'ai aimé. Voilà. Moi, je voudrais poser une question par rapport au stock tampon, c'est-à-dire les stocks de sécurité. Ce que nous remarquons actuellement, des fois, nous faisons un bon calcul des stocks de sécurité, mais l'avènement du Covid-19 nous a montré nos limites. Voilà, et puis tout le monde courait de gauche à droite, et puis voilà, pour faire truc là, pour pallier à ces genre de problèmes. J'espère qu'il y a tellement des experts qui ont réfléchi à cela, et puis bon, je ne sais pas s'ils ont eu à trouver des solutions. Maintenant, est-ce que, comment on appelle? Parce que moi-même, je suis un étudiant en Power, et je peux vous dire que j'ai suivi ce cours, et puis c'était tellement intéressant. C'est intéressant, mais pas encore fini, je finis bientôt. Mais je vois que les formules qu'on nous a données, bien vrai, c'est bon, c'est solide. Et j'espère qu'il y en a qui ont utilisé ça avant la période de Covid-19. Maintenant, ma question veut cadrer un peu avec mon précédent qui vient de poser des questions. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une stratégie où on peut faire des calculs pointus, des calculs exacts, au point où on n'aura pas, même si on arrive à rentrer dans les stocks de sécurité, on n'aura pas de soucis après? Parce que je vois que quand on parle de stock de sécurité, c'est juste pour, comment on appelle, pour mettre des garde-fous, et puis pour éviter, comment on appelle, des problèmes après par rapport à l'approvisionnement. Je voudrais savoir, est-ce que ces formules-là sont tellement exactes? Parce qu'avec la période de Covid, ça nous a tous mis dans des pétrins. Donc, je veux savoir s'il y a d'autres alternatives en dehors de stock de sécurité. Donc, monsieur Nicolas, qui est mon professeur, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à répondre à cette question. Alors, merci Gérard, merci Michel, que je connais. Donc, il n'y a pas de solution miracle. On vous a montré un petit graphique où il y avait plus de résistance, plus d'efficience, et qu'il fallait trouver un petit peu le juste milieu. Donc, en fait, il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est prendre un petit peu de tout. Avoir du stock de sécurité suffisamment, ça c'est sûr. Quel type de stock de sécurité? Il va falloir que vous en privilégiez un certain nombre. Donc, tout ça, ça va être une espèce de cuisine que vous allez devoir faire avec votre propre programme. Alors, quel est votre programme? Est-ce que vous avez un programme VIH, tuberculose? Est-ce que vous avez un programme malaria ou un programme plus général? Moi, ce que je conseillerais, après, Empower peut-être ne va pas conseiller la même chose. Pardon, j'étais en train de... il faut avoir un stock de sécurité, ça c'est clair. Si votre stock de sécurité n'est pas suffisant, n'ayez pas peur d'en rajouter. Il est préférable d'en perdre ou de perdre de l'argent en stock de sécurité que pas assez. Parce que si un jour vous vous retrouvez avec une autre épidémie et que vous pouvez utiliser ce stock de sécurité qui a été revu à la hausse, c'est très bien. Mais je suis sûr que les financiers ou même les bailleurs de fonds vont vous dire, mais attendez, vous voulez plus de stock de sécurité, mais attendez, il n'y a pas suffisamment d'argent. Je veux dire, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que le Covid-19 nous a servi de leçon? La réponse est non. C'est-à-dire que si on a une autre épidémie, on refait la même chose. Donc, c'est clair qu'on a les stocks de sécurité d'un côté, mais on a aussi les fournisseurs. Comme on vous l'a expliqué, les ingrédients principaux sont achetés en Chine, 80%, puis ensuite sont envoyés en Inde. D'accord? Et qui sont nos fournisseurs de médicaments privilégiés? Ce sont les Indiens, en Inde. D'accord? Ce ne sont pas des fabricants, ils assemblent les médicaments. Donc, si la Chine ferme, d'accord, on n'approvisionne pas l'Inde. Si l'Inde n'est pas approvisionnée, on ne vous approvisionne pas à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi dire à ceux qui ont de l'argent, écoutez, nous, on ne veut pas un fournisseur, on en veut 6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça coûtera plus cher en termes d'argent. Comprenez?
On va dire, on veut un fournisseur, il va nous approvisionner à 30% de nos besoins, un autre à 25%, un autre à 15%, un autre à 35%, etc. Ça veut dire plus de fournisseurs et plus de fonds. Donc, est-ce que les bailleurs de fonds sont prêts à ça? Ils devraient l'être. Après le Covid-19, ils devraient l'être. Donc, vous devez jongler sur les stocks, sur les fournisseurs, sur l'anticipation, sur cette gestion de risque dont je parle. Il n'y a pas que ça. Parce que vous ayez, par exemple, tout prévu, si par exemple votre quantification à la base est mauvaise, c'est-à-dire que si les données que vous avez sont mauvaises, les données que vous avez recueillies ne sont pas bonnes, ne sont pas correctes, vous pouvez faire la meilleure quantification du monde. Si en plus il y a une épidémie, vous allez vous planter en admettant que vous avez sous-estimé, par exemple, les besoins. Si déjà à la base vous n'avez pas récolté les bonnes données, vous allez droit au mur. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Il n'y a pas de solution idéale. Il y a toujours une réflexion à avoir. C'est-à-dire que moi je dirais que la chaîne d'approvisionnement c'est un art. C'est pas une science exacte, c'est un art. Il va falloir que vous sachiez jongler entre les uns et les autres pour arriver à rester à cette fenêtre de viabilité dont on a parlé, être optimum. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous discutiez avec vos supérieurs, il va falloir que vous discutiez avec les bailleurs pour qu'ils comprennent votre point de vue. Est-ce qu'ils vont le comprendre? Je ne sais pas. Mais il va falloir faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il va falloir vous comporter, vous, en leader, en expliquant les tenants et les aboutissants de votre stratégie pour éviter un autre Covid-19 qui pourrait arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an ou dans 6 mois. Donc, voyez, il n'y a pas de recette miracle. Je suis désolé pour ça. Je pense qu'Empower va vous expliquer, va vous donner évidemment des outils très précis, c'est-à-dire des calculs, des formules qui vont réduire les risques, qui vont vous permettre d'anticiper certaines choses, mais le risque zéro n'existe pas.